Le contenu de cette vidéo sert essentiellement à expliquer comment fonctionne grossièrement le filtre dispersion. Donc, j'y vais assez simplement et droit au but. C'est vraiment à titre informatif pour savoir comment Photoshop travaille pour déformer, par exemple, un objet, par exemple ici, un texte. Dans le contexte ici, j'ai placé un dégradé qui fait de noir à blanc à répétition comme ça pour qu'on puisse vraiment voir l'action que va avoir justement ce filtre-là. Il faut imaginer que quand on a des surfaces texturées, ben c'est ça, mais en très petit qu'on retrouve. On voit des petites zones plus claires, des zones plus sombres, et c'est un peu de ça que Photoshop va se servir pour déformer quelque chose. Pour être capable de faire fonctionner dispersion, la première chose qu'on devra prévoir, en fait, c'est un calque sur lequel on n'aura que du gris pour l'utiliser comme déformation. Par exemple, ici, je vais d'abord enregistrer une copie pour éviter de travailler sur ma démonstration, mais je vais enregistrer vraiment une copie que je vais envoyer sur mon bureau. Et lui, je vais l'appeler, par exemple, juste déformation. Je vais enlever l'accent. Déformation. Et celui-là, il va me servir plus tard pour venir déformer mon truc. Donc, une fois enregistré, là, je vais activer, par exemple, mon calque de texte. Là, ce qui va être important, souvent, on l'enregistre une fois que notre montage est avancé puis qu'on veut vraiment l'appliquer à la toute fin. Parce que si je déplace, par exemple, mon motif, par exemple, si mon motif n'est qu'à être ici au lieu de l'emplacement-là, bien, ma déformation sur mon image qui sert en copie, qui va servir de déformation, ne sera pas une référence pareille. Donc, il faut vraiment s'assurer que nos morceaux n'ont pas bougé lorsqu'on fait la déformation. Autrement dit, c'est vraiment une étape qui est plus finale, ou du moins qui se rapproche de la fin. Ici, j'ai quand même triché un peu, ou du moins je vous propose de travailler essentiellement avec les objets dynamiques, parce que le filtre fonctionne très bien avec les objets dynamiques. Comme ça permet de revenir en arrière si on a d'autres ajustements. Par exemple, mon fond qui bouge, ben si je veux me réajuster, je n'ai pas besoin de tout refaire, je peux repartir de mon objet dynamique pour le refaire. Alors, si on va à l'essentiel, comment ça fonctionne? Je vais fermer le calque ici. On se rappelle juste simplement que mon image de déformation, c'est celle-là. Il n'y a pas de texte affiché dessus. Il n'y a que la partie avec, imaginons, des zones de contraste, des textures, etc. Ça pourrait être de la brique vue au microscope. Imaginez ce que vous voulez, mais c'est pour vraiment voir ce qui va se passer. Donc, on va essayer d'anticiper ce qui va se passer. C'est qu'il va se servir des zones foncées pour venir faire une déformation dans un sens et des zones claires pour l'autre sens. Donc, plus le contraste va être fort, plus la déformation risque d'être importante. Je ferme le calque. On s'en vient s'assurer d'avoir le calque qui est maintenant pour les filtres dynamiques qui est activé. On s'en va dans Distorsion et on fait Dispersion. Le nombre de pixels, en fait, c'est plus une échelle sur laquelle il va faire la déformation. Plus le chiffre va être grand, plus la déformation va être intense. Donc, si on veut vraiment des cassures nettes sur des fonds très peu contrastés, une texture faible par exemple, ben on va augmenter un petit peu cette valeur-là pour la forcer un petit peu à être un peu plus grande que nature. Mais ici, on va voir que 10, qui sont les valeurs par défaut, ça va quand même bien fonctionner. Là, il va faire une échelle de 10 horizontales et 10 verticales, mais on pourrait décider d'avoir des valeurs différentes. Par exemple, des valeurs négatives vont nous donner un effet complètement inverse de ce qu'il nous donne avec les valeurs positives. On va commencer par les valeurs positives pour voir ce qui se passe. Et on va aller voir déformation ici, et non pas celui-là, parce que lui, techniquement, il pourrait avoir des textes, il pourrait avoir d'autres contenus. Je fais ouvrir, et là, ce qu'il va venir faire, là, je vais réouvrir mon calque en arrière pour qu'on voit comment il s'est basé pour défaire mon texte, pour faire cette déformation-là. C'est que là, si on prend les zones claires, on voit qu'il les a montées vers le haut. Les zones qui transigent lentement, on voit qu'il pousse en bas. Mais quand le contraste est très, très serré, comme ici, on voit vraiment qu'on passe de 1 pixel blanc vers un pixel gris assez rapidement. Donc ici, ce qui est venu faire, c'est vraiment une cassure. Donc des fois, ça vaut la peine d'ajouter un petit peu de flou dans toutes ces lignes-là pour éviter que ça fasse des cassures nettes pointues comme on a ici. Par exemple, si on avait à déformer un logo sur un drapeau, on essaierait de s'ajuster un petit peu. Puis là, on va voir qu'en modifiant le contraste de l'image, les déformations vont être différentes. Donc, ça, c'est la déformation qu'il a faite. Fait que les zones sombres, il les a baissées et les zones claires, il les a montées. C'est comme ça qu'il a fait sa déformation. Si je viens utiliser les valeurs négatives, comme je disais tout à l'heure, là, ici, je vais faire moins 10, moins 10. Ma déformation, là, on s'entend que c'est mon objet dynamique que je modifie, donc c'est pas une deuxième fois que j'applique à celui-là. C'est vraiment l'objet dynamique que je modifie. On va voir qu'il va
carrément s'inverser. Là, on voit qu'il est beaucoup plus haut quand c'est du noir et il a descendu quand c'est du blanc. On a encore les fameuses cassures. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça fait si je déforme uniquement au sens vertical, par exemple. C'est beaucoup le sens vertical ici qui est sollicité par ma texture. J'ai double-cliqué sur mon objet dynamique, il ne fallait pas. Ici, je ne vais pas modifier l'échelle horizontale, je vais la mettre à 0 et je vais mettre, par exemple, que je veux que mes ombres soient plus basses pour donner l'illusion que ça s'enfonce. Donc, je vais faire 10 et là, on va voir la déformation à partir de mon modèle. Puis là, on voit que la distorsion est vraiment moins déformée sur le plan horizontal. Vous voyez tantôt, le X ici, il y a une patte très longue, là, mais ça, c'est à cause de l'échelle horizontale que ça fait ça. Et là, on voit que la transition est quand même un peu plus fluide sur la verticale et il n'y a pas trop déformé mon lettrage. Quoique, c'est moins réaliste peut-être pour certains endroits ou certaines textures. Donc, il faut s'ajuster vraiment selon le contexte. Ce que je vais faire là pour la prochaine démonstration, je vais quand même garder le même fond, mais je vais aller modifier mon dégradé qui me sert à ma déformation pour lui y donner... oups, je suis dans déformation.psd. Finalement, j'ai utilisé non pas une copie, mais mon original. Pas toi. Donc, c'est lui que je veux. Donc, déformation ici. C'est vraiment ça, c'est parce que j'avais utilisé la même copie. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'utiliser cette image-là telle quelle, ce que je vais faire, c'est que je vais casser un peu ces transitions-là en réduisant mon contraste. Je vais utiliser tout simplement les niveaux. Je vais le faire de façon destructive ici parce que c'est pas tant quelque chose sur lequel je vais revenir plus tard. C'est que je vais vraiment adoucir le contraste. Donc, je baisse les noirs et je vais monter les blancs pour avoir quelque chose de beaucoup moins contrasté. On sent un relief beaucoup plus léger. Et je vais me servir de celle-là pour faire ma déformation. Question de voir la différence entre les deux. Donc ici, si je viens comme dupliquer celui-là pour qu'on puisse les comparer, donc je vais faire ma déformation sur celui-là ici. Je refais la dispersion. Je garde les mêmes valeurs, mais je vais changer l'image. En fait, c'est que je vais utiliser mon image maintenant plus claire. Et on va voir que ma déformation est beaucoup moins grande aussi. Donc, il y a deux paramètres à considérer là-dedans. C'est soit le décalage avec le nombre de pixels pour la déformation en pourcentage, ou bien l'image en elle-même qu'on peut avoir plus ou moins contrastée. Comme ici, on voit qu'une image moins contrastée va déformer moins, va être beaucoup plus lisse. Donc, si je veux déformer plus, ce que je risque d'avoir besoin de faire, c'est d'augmenter cette valeur-là, par exemple, à 20, et de donner la même image qui est très peu contrastée. Et là, on va voir, je n'ai pas pris le bon. Je vais reprendre celui-là ici. Je vais prendre 20 ici. Je vais redonner la même image, la déformation, et on va voir qu'il va augmenter ma valeur de déformation avec une image qui est très peu contrastée. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'adapter un peu avec le contraste de notre image initiale, parce que les déformations vont avoir vraiment beaucoup de différences selon les images. Ici, mon fond est très contrasté. Si je veux le copier, ben, je peux soit utiliser la même chose en réduisant mes valeurs, ou bien en ajustant un petit peu les fameux gris qui viennent le faire. Si on sent qu'il y a des cassures qui sont encore trop là, ce que je vais proposer, c'est d'ouvrir encore là l'image de base. On va venir y appliquer un peu de flou. Souvent, le bruit dans une photo peut amener des déformations indésirables, donc d'ajouter un flou gaussien à notre image, puis d'une bonne valeur, pour adoucir vraiment fort le fameux contraste encore. Là, on voit qu'on vient éliminer la ligne blanche. Si je fais un avant-après, on voit qu'on vient vraiment éliminer la petite ligne blanche qui pourrait risquer de faire une cassure. Et là, je vais faire OK. Je vais sauvegarder et je vais réappliquer ma déformation. Là, cette fois-ci, je vais prendre l'image d'en bas pour qu'on puisse comparer ces deux-là ensemble, étant donné qu'ils sont faits à partir du même contraste. Je vais appliquer encore les valeurs de 20 pour imiter celles d'en bas. Et je vais dire OK. On va donner la déformation, mais maintenant floutée. Et on voit que ça risque d'être un petit peu moins violent au niveau de la cassure. Ici, on sent qu'il a essayé de me faire un arrondi, tandis qu'ici, il m'a gardé une pointe. On voit aussi que la patte du T est un petit peu plus fluide. Mais ça va être vrai pour à peu près toutes les déformations. On voit le E ici qui a cherché à faire un plus bel arrondi par rapport à celui-là. Donc, le flou a vraiment été rentable dans le contexte ici parce qu'on vient faire des transitions qui sont moins nettes. Mais comme je le disais, si on avait un drapeau à faire, ben les cassures sont peut-être très franches.
Donc là, ça va être de jouer un peu avec ces valeurs-là pour obtenir des résultats différents. Par exemple, ici, pour un drapeau, c'est pas très réaliste. Par exemple, ici, oui. Donc, c'est à force de manipuler ça qu'on finit par mieux le comprendre.